C'est un peu pathétique, mais c'est l'influence des textes sur lesquels je travaille. Bon, le titre de mon intervention, c'est « De l'ordre des mots au mot d'ordre. La naissance de la politique de la langue en France à l'époque de la Grande Révolution ». Première partie, 8 pluvieuses en 2 de la République, invitation au supplice. Le 28 janvier 1794, soit 8 pluvieuses en 2 de la République, Bertrand Barrière, dit autrefois de Vieux-Sac, ancien avocat du Parlement de Toulouse et membre de l'Académie de Jeux-Fleurot, désormais l'un des membres principaux du comité de salut public, remet à celui-ci son rapport sur les idiomes étrangers. Avec sa réputation d'avocat de l'intérieur, surnommé l'Anacréon de la guillotine, les accusés ne pouvaient compter que sur une fin rapide quoique bien spectaculaire. Le comité proclame la Barrière, a bien entendu le complot de l'ignorance et du despotisme. Les ennemis de la République réunissent leurs forces sur les frontières de l'Hexagone. Mais ils tentent d'utiliser leurs anciens moyens du dommage et de l'erreur pour corrompre la bonne campagne. Quels sont ces vils instruments des anciens aristocrates et des prêtres? Ce sont des idiomes étrangers, l'héritage de l'ancienne malédiction des Babel, mise au service des tyrans unis. Peut-on parler de la véritable naissance de la politique de la langue, dans le même sens que Foucault parle de la naissance de la biopolitique? On indique déjà sur la carte les places des batailles à venir. Il y a du bas-breton à l'est, l'allemand à l'ouest, le basque à sud-ouest et l'italien en Corse. Mais en plus de légions ennemies qui s'entassent dans les 4 départements limitrophes, il existe bien une 5e colonne, composée à l'intérieur de l'État des petits gens ignorants. Ainsi, pour sécuriser les frontières et réunir la nation, il faudra bien établir l'identité de la langue. Je cite. « Citoyens, c'est ainsi que naquit la Vendée. Son berceau fut l'ignorance des lois. Son accroissement fut dans les moyens employés pour empêcher la révolution d'y pénétrer. Et alors, les dieux d'ignorance, les prêtres réfractaires, les nobles conspirateurs, les praticiens avides et les administrateurs faibles ou complices ouvrirent une place hideuse dans le sein de la France. Écrasons donc l'ignorance, établissons des instituteurs de la langue française dans les campagnes. » Fin de la citation. Ce n'est pas la première fois que l'unification langagière a été considérée comme un moyen permettant la centralisation de l'État. Il suffit de nommer l'ordonnance Villers-Cotterêts, les lois semblables pour la Nouvelle-Provence, ni la première tentative d'établir l'instruction publique dans les campagnes, bien que les mots instituteurs aient littéralement forgé par l'évolution, comme le fait remarquer René Balébar. Mais c'est la première fois que la langue nationale est présentée comme une sorte de levier d'Archimède de la construction étatique, aussi bien que comme le synonyme de l'identité de la nation. Pour en donner un contre-exemple, pensons à l'allemande qui sert, selon la Barrière, la base de, entre guillemets, l'empire du langage et de l'intelligence entre les Prussiens, les Autrichiens et les habitants des départements du Rhin. Et ainsi, je cite, incite les ennemis de la France. Et même, en même temps, elle est peu, entre guillemets, elle est peu faite pour les gens libres et sert avec dévouement, entre guillemets, encore une fois, le gouvernement féodal et militaire. On voit se croiser deux grands axes de l'idéologie révolutionnaire, celui du messianisme de Lumière et celui du nationalisme français. Anéantir les ennemis de la France signifie désormais anéantir les ennemis de la liberté. Je cite. Le féodalisme et les superstitions parlent bas breton. L'immigration et la haine de la République parlent allemand. La contre-révolution parle l'italien et le fanatisme parle le basque. Cassons ces instruments des dommages et de l'erreur. Fin de la citation. La ligne de l'accusation est ainsi bien claire. Les tyrans avaient besoin de, entre guillemets, isoler les peuples, de séparer les pays, de diviser les intérêts et d'empêcher les communications, fin de la citation, au moyen de la diversité langagière. C'est ainsi qu'est née la dichotomie entre la nation unie et l'empire séparé, qui représente l'un des paradoxes les plus aigus de l'universalisme révolutionnaire. La Barrière suit bien la piste marquée par les tenants de la supériorité des Français. Cette opinion assez répandue au XVIIIe siècle et partagée généralement sur les continents. Il est assez symptomatique que le célèbre ouvrage de Rivarol sur la personnalité des Français a été couronné par l'Académie royale de Prusse. Et en un sens, il pose le fondement pour justifier l'expansion langagière en dehors de la France sous le prétexte de la propagation des valeurs de Lumière. Le titre de notre exposé fait référence à une célèbre controverse de la grammaire générale de l'âge classique, comme remarque Foucault, celle de l'ordre naturel des mots. Comme le remarque Rivarol, les syntaxes du français demeurent incorruptibles. Et lui seul est capable de présenter l'ordre naturel des idées. Bon,
citation omniprésente, très célèbre, ce qui n'est pas clair n'est pas français. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la manière dont Barrière argumente la nécessité de l'identité langagière pour révolutionner la France. Ce qui n'est pas clair et univoque n'est pas révolutionnaire. À peine trouva-t-on un meilleur exemple pour la thèse de Deleuze et Guattari, selon laquelle les sociétés disciplinaires sont réglées par les mots d'ordre et le développement de leur institution est proprement lié à l'extension de celle-ci. C'est exactement pour cela que le premier souci de Barrière était l'expansion au moyen de la traduction orale des décrets révolutionnaires. On voit bien que les réformes législatives et économiques, en dépit du système féodal, nécessitent des techniques langagières adéquates. La régénération nationale, ces rêves importants du gouvernement révolutionnaire, a pour objectif de détérioriser les nouvelles unités administratives, appelées départements, du corps sacré du roi, afin de les reterritorialiser sur les cours de la nation. C'est la langue nationale identique qui sert d'opérateur principal de la transformation d'une société de souveraineté à une société disciplinaire. L'instauration de ce nouveau dispositif du pouvoir s'entend en premier lieu un nouveau type de surveillance. Pour Barrière, le seul moyen de garantir le fameux panoptisme foucaultien est de fournir à chaque citoyen une langue, je cite, pour le surveiller, il faut le connaître. Il faut surtout connaître la langue. Et on peut constater bien que la surveillance langagière de ce genre, en tant que condition essentielle de la démocratie, est à nouveau mise en jeu dans le discours vis-à-vis de l'immigration croissante et mettant particulièrement l'accent sur la scolarisation obligatoire, ce qu'on entend en France tout le temps. Ce qui compose également la nouveauté principale de ce document, ce sont aussi les moyens proposés pour la réalisation de son objectif. Il prévoit, première chose, envoyer un instituteur du français dans chaque campagne, y compris dans les régions presque exclusivement non francophones. Deuxième chose, d'exclure le prêtre et les membres des castes privilégiées du nombre de ces instituteurs. Troisième chose, garantir les droits d'éducation élémentaire à tous les jeunes citoyens de deux sexes. Citation. Et finalement, quatrième chose, de consolider le budget et placer la popularisation de la langue française sous le contrôle des groupes sociétaires révolutionnaires dits patriotiques. L'appropriation du français sera rendue possible grâce à l'instauration de la nouvelle institution propre à la société disciplinaire, celle de l'école élémentaire, obligatoire et standardisée. Tandis que l'administration royale ne se préoccupait que de la francisation des élites locales, en laissant partout des garnisons des Français, selon l'expression employée par Ferdinand Bruno, la romanisation révolutionnaire est conçue dès sa création comme totale et englobante. La Convention jacobine a pris conscience que la victoire contre les royalistes n'était pas suffisante. Pour la victoire contre les royalistes, n'est pas suffisant de s'emparer de l'appareil du pouvoir central. Et ce qu'il est le plus judicieux à cet effet de renverser les réseaux de rapports sociaux au sein de la campagne. Peut-être que cette bataille n'a pu être gagnée que grâce au perfectionnement du mécanisme de la machine politique, comme le dit Henri Goard plus tard. Et dans ce genre d'upgrade, c'est bien l'identité de la langue qui joue un rôle crucial. La nouvelle orthopédie sociale est près du tout un nouveau type de mobilisation. Est-ce qu'une entreprise de cette sorte avait des chances de réussir à l'époque? N'oublions pas que nous ne sommes encore qu'au début de l'année 1794 et que l'éducation primaire obligatoire ne sera imposée qu'avec la Troisième République, c'est-à-dire presque un siècle plus tard. Le format de notre exposé ne permet pas de nous lancer dans une analyse détaillée de ce genre de questions. Elle a un caractère explicitement introductif, mais notre tâche consiste plutôt à montrer en grande ligne comment la politique de la langue a été mise en jeu dans le discours politique et philosophique qualifié comme moderne. Voilà, j'aimerais bien dire quelque chose, deux mots sur la méthodologie qu'on utilise. Nous inscrivons notre orientation méthodologique en invoquant les théories des sociétés disciplinaires et panoptisme, aussi bien que l'analyse de liens des territoires et des mondes d'autres. On se rapporte au projet qu'on indique généralement comme post-structuraliste, et ce sont principalement les analyses de rapports de pouvoir effectuées par Michel Foucault, Gilles Deleuze et Félix Guattari qui inspirent notre recherche. Et nous croyons que ce projet post-structuraliste, mais qu'on peut également qualifier comme néo-nietzschéen et même néo-physicaliste, qui permet de combler le vide méthodologique qui caractérise jusqu'à présent les recherches sur la politique de la langue, à notre opinion. Sur le plan chronologique, cet intérêt vivant, loin d'être épuisé jusqu'à nos jours, a été manifestement indiqué au milieu des années 70 et donc il coïncide avec l'essor de la recherche post-structuraliste dans le domaine politique. Et en France, c'est pour cela qu'on se réfère à ces rapports révolutionnaires, les participants associés à la polémique autour de la politique présumée de la théorie linguistique de la Convention jacobine.
et de la célèbre enquête de Grégoire qui en donne la justification théorique. Les prises de position qui ont été faites à ces sujets étaient fort diverses et représentaient tout le spectre des opinions publiques de l'époque. À côté d'une présentation historique neutre, du style l'école des annales, ce que fait Michel Desserteau et ses collaborateurs, l'on trouve les appels de Kulturkampf néo-républicaine des protecteurs du français, Henri Gobard et les mouvements anti-américanistes, Claude Agèche plus tard, aussi bien que les discours émancipateurs dans toutes ces variations, bon, à partir de l'école althussérienne, qui, bon, René Blébar a effectué l'analyse de l'appareil scolaire comme un sort de l'appareil idéologique d'État, aux revendications régionalistes, comme les travaux de Robert Lanfond de l'occitanisme, et les dévoilements de l'impérialisme linguistique naissant, comme Louis Calvet, bon, surtout dans sa première période. Et tout en reconnaissant la fécondité de cette dispute, qui a donné la naissance à la linguistique politique française, nous croyons qu'aucune de ces rapproches nous permettra de saisir la portée de la politique de la langue sur l'instauration de pratiques disciplinaires dans toute leur intégralité. Notre parcours nous conduit à la rencontre de la microphysique des pouvoirs foucauldienne avec la géophilosophie de l'élévatarienne et ses analyses moléculaires. Malgré certains passages importants de surveiller et punir, la volonté de savoir, Foucault lui-même n'a jamais abordé les sujets d'une manière directe. Ce qui nous permet de dire que la méthode d'analyse qu'on l'on employée n'avait pas encore été appliquée au sujet sociolinguistique. L'originalité de ces recherches était toujours, ombrée par les caractères scandaleux de ces conclusions, en étant un sens pratique, académique, tout court, il était 18imiste, mais il fait semblant de ne pas remarquer les grandes révolutions. Et bon, c'est pour ça qu'une possibilité séduisante s'ouvre à nous, effectuer d'analyses importants rapports révolutionnaires avec l'aide de cet historien maudit pour lequel 1789 n'a jamais eu lieu. À la posée de Foucault, Deleuze et Guattari ont rendu l'hommage à la recherche croissante de la politique de la langue. Les vecteurs divers pour ce genre de recherche, ils ont indiqué déjà dans les Kafka, la littérature mineure, 4e et 5e plateau, aussi bien que dans plusieurs articles qui composent les recueils critiques cliniques. Néanmoins, ce projet n'a pas été suffisamment étudié jusqu'à présent, sans parler de l'employer pour une sorte de recherche sur le terrain. Comme les projets révolutionnaires de l'unification langagière ne restaient finalement comme projet suspendu, l'on doit analyser une ébauche de programme politique au moyen de l'ébauche de méthodes, tâche que seule la science mineure est capable d'accomplir. On va chercher un bon équilibre entre l'analyse des sources, faire du Foucault, et l'adaptation de l'approche de l'histoire générale de Deleuze et Guattari, qui est plus générale que la philosophie d'Hegel et plus particulière que les recherches les plus méticuleuses de l'école des annales. Cette nouvelle conceptualisation nous permettra de tracer la ligne transversale du discours de pouvoir et des pratiques qui en découlent à la réflexion théorique contemporaine. Comme le dit Deleuze, on peut aborder des sociétés disciplinaires parce qu'ils représentent ce que nous cessions d'être. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne des anciennes formations, l'on constate qu'une nouvelle perspective s'ouvre. Sommes-nous logés dans la société du contrôle? Y a-t-il encore des chaînes à perdre? Reste-t-il encore un monde à gagner? Pour répondre à cette question, il nous faudra retourner à Beauvre, c'est-à-dire à l'époque de la Grande Révolution française. Et comme le pèlerinage vers cette terre sainte de discours politique moderne, avec des compagnons de route et de table, Deleuze, Guattari et Foucault, nous n'augure rien de bon pour nous. Consolons-nous au moins d'être restés fidèles à l'ancien maxime du siècle éclairé. Sepere aude, aie courage de te servir de ton propre entendement. Troisième partie, Abbé Grégoire et la naissance de la politique de la langue. Le discours de Barrière était un réquisitoire passionné contre les ennemis de la République. Mais son cercle des accusés s'était limité aux idiomes étrangers. L'Assemblée générale bolchevique l'aurait certainement accusé de déviation de droite. Un ressortissant des Pyrénées, qui avait salué des accents des différentes provinces et protégé la bonne campagne de la corruption, était sans doute resté principalement sous l'influence rousseauiste. Bon, et non sans raison, l'Académie toulousaine l'avait admis parmi ses membres pour son éloge à Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. Et un autre rapport, beaucoup plus célèbre que celui des Barrières, fut prononcé quelques 5 mois après. Le rapporteur était le fameux Abbé Grégoire, l'une des figures les plus contradictoires de la Grande Révolution. Il s'inscrit bien dans la tendance générale de l'intensification de la pression de la Convention jacobine au cours de l'année 1794. Le rapport d'Henri Grégoire, intitulé « Sur la nécessité et les moyens de ralentir les patois et de nuancer l'usage de la langue française », fut coté par le Comité de salut public le 16 prairial en 2, c'est-à-dire 2 juin 1794, soit bon, à peu près une semaine avant la déclaration de la Grande Terreur.
Et la diversité linguistique, pour lui, est synonyme de l'affaiblissement de la volonté générale qui empêche d'effectuer un amalgame politique, entre guillemets. Je cite. On peut assurer sans exagération qu'au moins 6 millions de Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale, qu'un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversion suivie, qu'en dernier résultat, le nombre de ceux qui la parlent n'excède pas 3 millions, et probablement le nombre de ceux qui l'écrivent correctement encore moins. Ainsi, avec 30 patois différents, nous sommes encore pour le langage à la tour des Babel, tandis que pour la liberté, nous formons l'avant-garde des nations. Fin de la citation. Les patois, en tant que cible d'attaque, marquent la transition de la guerre contre les ennemis extérieurs à la chasse aux sorcières jacobines. Le temps d'épurer les rangs est arrivé. Il faut bien souligner que extirper des patois, entre guillemets, en tant que mot d'ordre révolutionnaire, ne valait que de 2 juin jusqu'à 27 juillet 1794, soit la chute de Robespierre. Néanmoins, même avec la machine paranoïaque jacobine travaillant en plein régime, les propos de Grégoire n'ont pas été retenus et ainsi ils demeurent l'un des projets utopiques de la centration radicale. Pourtant, la possibilité même de questionnement de cette sorte, déjà l'indice de la naissance de la politique de langue au sens propre. Ferdinand Bruno, dans sa monumentale Histoire de la langue française, la relie carrément aux activités de Grégoire. Je cite, il est l'un de ceux auxquels on doit ce qui n'a jamais plus été perdu complètement de vue, une politique de la langue. C'est peut-être l'un des premiers usages de cette expression, c'est 1927. Le radicalisme du rapport de Grégoire semble contredire sa mission initiale. Fait des recherches sur les parlers locaux afin de s'en servir mieux pour la propagation des idées révolutionnaires. Bien que dans les renversements des rôles carnavalesques si courants à cette époque de bouleversement, un avocat nominal puisse vite s'échanger en accusateur, le procureur en accusé. Il est en 1789 député du clergé aux États généraux et il est devenu l'une des figures principales du comité de l'instruction publique. Le projet essentiel de ce comité consistait en la traduction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en plusieurs idiomes locaux. Grégoire, mais aussi bien que les idiomes étrangers, italien, allemand, etc. Grégoire, intéressé par cette question pour les raisons de ses préoccupations de curé, il était curé de Amberménil en Lorraine, à côté de nombreux protestants germanophones, avait préparé une enquête visant les divers aspects du fonctionnement des patois dans les lieux publics. L'idée même que les dialectes locaux étaient source de préjugés était déjà bien articulée à l'époque. Ainsi, l'article patois dans l'encyclopédie précise que le patois, c'est un, je cite, langage corrompu tel qu'il se parle presque dans toutes les provinces. On n'est pas la langue que dans la capitale. Fin de la citation. Cette qualification péjorative par rapport au patois correspond bien à la tendance générale de dégasconiser la langue menée depuis un siècle par l'Académie française. Les productions typiques de l'époque, l'imprimerie toulousaine par exemple, les gasconismes corrigés d'Escroguet. Néanmoins, cette dégasconisation ne concernait que l'administration et certains collèges élitistes. Dans les communications avec le reste de la population régnait, selon l'expression de Michel de Certeau, un certain fatalisme linguistique. De plus, les prêtres catholiques, dans le cadre des campagnes antiprotestantes, étaient souvent encouragés à exercer leur office en patois locaux. L'idéologie des Lumières, largement répandue dans le clergé, l'obligeait à s'interroger sur le rôle des patois dans ses relations avec la paroisse. La question était de savoir si les idiomes locaux étaient un moyen propice à formuler des idées nouvelles et si le perfectionnement de la langue dont parlait Grégoire était possible à l'intérieur des patois. Ou si, comme le soulignait dans son rapport, la propagation universelle du français est nécessaire. La célèbre enquête de Grégoire fut envoyée le 13 août 1790 dans les différents départements à destination des amis personnels de Grégoire, ses collègues de l'Assemblée constituante, aussi bien que de nombreuses sociétés des amis de Constitution. En outre, elle fut publiée dans les Patriotes français, grande revue de l'époque, et reprise par la Nouvelle Nationale. Bon, d'accord, je vais omettre ce détail, mais l'enquête commence par la question... il a visé de construire une nomenclature le plus complexe possible à l'époque, pour le niveau de science des langues. L'enquête commence par les questions purement linguistiques, comme, première question qu'elle se pose, l'usage de la langue française est-il obligatoire, universel dans votre contrée? Y parle-t-on plusieurs patois? Ces patois a-t-il une origine ancienne connue? A-t-il beaucoup de termes radicaux, beaucoup de termes composés, etc.
Bon, il a l'air assez innocent au début, mais après d'être enseigné sur les dérivés des langues anciennes, les divergences avec l'idiome national, il passe graduellement au champ d'usage des patois dans la vie publique, la littérature, l'église, aussi bien que dans les métiers et l'agriculture. Et la tâche de l'enquête, il est formulée sans équivoque dans les questions 28 et 29. Quelle serait l'importance religieuse et politique de détruire entièrement ces patois? Quels en seront les moyens? Bon, entre 1790 et 92, Grégoire a reçu 49 réponses, dont on dispose 36. Et comme le remarquent plusieurs commentateurs, la manière arrogante dont Grégoire avait traité les patois causa une grande perplexité parmi les correspondants. Ils ont souvent essayé de discuter avec notre curé patriotique en tentant de lui démontrer que le patois, comme par exemple les gascons, convenait parfaitement pour, citation, exprimer les nuances et les objets intellectuels, sans parler bien sûr de locutions très énergiques, pouvant certainement enrichir l'idiome national. C'était aussi la question de Grégoire. Et surtout, il ne comprenait pas le but principal de l'enquête, la destruction entière des patois. Il leur était incompréhensible et il le jugeait irréalisable. Ainsi, le mot d'ordre de Grégoire, dans son rapport postérieur, réside dans la dissonance aiguë avec le corpus de données qu'il possédait. Citation. Je voudrais que toutes les municipalités admissent dans leurs discussions l'usage exclusif de la langue nationale. Je voudrais de la langue nationale. Je voudrais qu'une police sage fît rectifier cette foule d'enseignements qui outragent la grammaire et fournissent aux étrangers l'occasion d'aiguiser l'épigramme. Je voudrais qu'un plan systématique répudiât les dominations absurdes des places réuquées et autres lieux publics. Encourageons tout ce qui peut être avantageux à la patrie. Que de ces moments, l'idiome de la liberté soit à l'ordre du jour et que le zèle des citoyens proscrivent à jamais les jargons, qui sont les derniers vestiges de la féodalité détruite. Qualifier des jargons les idiomes locaux atteste qu'on les juge inappropriés pour traduire les idées de la liberté. Et dorénavant, la traduction est la haute trahison de la Révolution. On voit déjà à quel point cette transition contredit l'aspiration des Provences et l'empressant des thermidors à venir. Ainsi, Grégoire rénovait la geste d'Amro Ben Alas, qui, ordonnant à ses lieutenants de rouler la bibliothèque d'Alexandrie, estimait que si le livre contient des vérités, il figure déjà dans les Corans, et s'il s'agit de mensonges, il mérite d'être brûlé. Si on peut traduire exactement en patois les catéchismes révolutionnaires, cela n'ajoute rien de nouveau et donc inutile. Et si on est incapable, les patois sont corrompus, dangereux. Telle est la nouvelle économie politique de la langue. Il y a une rupture épistémologique profonde entre le vœu de Grégoire et les datations de ses correspondants d'autrefois. Et c'est exactement ça qui rend ce rapport si important sur le plan théorique. À travers la politique de la langue, il impose la nouvelle logique des sociétés disciplinaires. Il n'est pas étonnant que la plupart des répondants ayant été incapables de comprendre les questions ainsi posées. Et les recherches des dernières décennies démontrent que Grégoire, dans son zèle d'unification langagière, était très en avance sur son temps. Comme, remarque par exemple David Bell, un historien américain, dans sa recherche méticuleuse de la genèse du nationalisme français. Il la formule avec l'impossibilité pleine de bon sens à l'anglaise. Certainly, Frenchmen knew better if they understand each other. Bon, mais la plupart des paysans avironnés ou d'ordonnés possédaient certainement un minimum fonctionnel pour leurs tâches quotidiennes. Et bon, de l'autre côté, les curés, les amis de la Constitution en Provence avaient eux aussi des connaissances en patois. Cependant, ces Français à peine habitués, entre guillemets, étaient largement insuffisants pour les tâches de transformation de la société selon la conception de Grégoire. Son projet était une entreprise énorme de normalisation, la tentative de construire une nomenclature uniforme sur la base d'un coup de génie révolutionnaire. Ainsi, l'unification langagière devait rendre possible toutes les transformations parmi lesquelles, il le note dans son rapport, premièrement, la réforme administrative. Les patois sont enfermés dans les anciennes divisions féodales. Deuxième chose, la nouvelle mobilité, la suppression douanière entre les provinces sous l'Ancien Régime, les travaux publics pour construire des routes, pour faire bouger les paysans. L'échange, troisième chose, l'échange libre et transparent, ce qui n'est pas l'unification de la nomenclature, des poids, des mesures, l'imposition du système métrique. Quatrième chose, la coopération du travail, l'avènement de l'ère industrielle. Mais c'est difficile d'imaginer même en kolkhoz où chaque opération soit nommée en patois. Sans parler des grandes fabriques et usines. Mais voilà, bref, Grégoire avait déjà ébauché un programme de développement capitaliste. Et tandis que l'Ancien Régime ne s'est préoccupé que de rendre ses sujets dociles, les adhérents les plus clairvoyants de la Révolution pensaient déjà à la manière de les rendre utiles.
Bien que l'accent mis sur l'aspect linguistique du programme soit précoce et jugé trop radical, c'est même par les conventions jacobines, nous pouvons toutefois l'indiquer comme le point de repère. La théorie linguistique n'a jamais eu lieu. Néanmoins, plusieurs processus effectués à l'époque ont beaucoup stimulé l'unification des langues nationales. Il s'agit de la sécularisation croissante de l'éducation, la chute des barrières administratives et sans doute la mobilisation sans précédent de l'armée révolutionnaire. Avec la propagation de la langue nationale, on voit les provinces se transformer en départements, les petits gens en citoyens, les agriculteurs en ouvriers et finalement les paysans en français. Conclusion. Bon, afin de déboucher la ligne générale pour les recherches à venir, il faut bien souligner que l'entreprise de Grégoire ne se limitait au rôle de machine de guerre jacobine. À la suite de Foucault, nous voudrions remettre en question l'hypothèse répressive dans le domaine de la politique de la langue et montrer le caractère essentiellement productif de ce pouvoir. Le corpus de Grégoire a visé la description complexe des patois dans leur propre portée politique et sociale et a dépassé largement les projets de la grammaire générale de l'âge classique. Foucault a remarqué que les pratiquants de la science sexuelle du XIXe siècle avaient entomologisé les perversions et en avaient fait des espèces. Grégoire, en son tour, on peut dire, il taxidermise les patois en les plaçant dans son musée des anciens préjugés, mais chacun opère dans sa cellule propre. Dans son enquête, les patois transgressent le seuil de la description et deviennent objet de savoir. Des études comparées linguistiques avec leur mythologie romantique ne tarderont pas à venir. En même temps, en tant qu'ancien fonctionnaire ecclésiastique, Grégoire était capable de palper de la matière, déjà de palper matière souple, que Deleuze-Guattari appelle le tissu moléculaire des rapports des pouvoirs dans les domaines engagés. Il se rendait compte qu'il ne s'agissait pas simplement d'imposer les langues nationales depuis le centre administratif, mais plutôt de gérer les réseaux entiers des micro-pouvoirs, anciennement contrôlés par l'Église catholique ad maiorem gloriam rei. On peut dire qu'on trouve déjà dans son rapport l'idée de la micropolitique de la langue. Ce qui fait de la clergie révolutionnaire, dont Grégoire était le représentant le plus célèbre, un médiateur essentiel dans les triomphes de la sécularisation et nous permet de greffer la politique de langue sur les études de nationalisme. Ainsi, l'État-nation dépasse l'ancien dualisme du pouvoir mondain ecclésiastique et en privant ces derniers du droit de jugement en dernier ressort des questions morales. Le processus de la création des régions civiles invoqué par Rousseau est ainsi étant son aboutissement. Désormais, ce sont les intérêts de la patrie qui servent de critères ce qui est bon ou mauvais. La nation devient la religion moderne et qui, à l'exception d'un abbé, pourrait le souligner plus explicitement. Cuius regio eius religio, le peuple souverain proclame la patrie comme la divinité supérieure. Soyez fidèles à la terre, mère patrie chantera en sa langue la dernière berceuse à ses enfants tombés sur le champ d'honneur. On nous dit que les techniques disciplinaires produisent une âme moderne. Sans doute, ils sont en train de forger l'âme française, l'âme allemande ou l'âme russe qui exerce le pouvoir sur le corps politique du langage. L'âme comme prison du corps et la nation comme prison de la langue. Merci de votre attention. Merci Evgeny pour cette intervention théâtrale mais néanmoins très sérieuse.